Je vais intervenir sur un sujet qui est assez vaste, puisqu'il s'agit de, en tout cas, d'essayer de repenser, voir si on peut repenser la responsabilité à l'aune du devoir de vigilance, devoir général de vigilance. C'est pas simplement les obligations spéciales ou devoirs spéciaux qu'on a pu voir ce matin, et toujours avec cette même problématique de savoir si cette vigilance est une pointe avancée de la compliance. D'abord, je tiens à remercier Marianne Frison-Roche. Comme je l'ai dit ce matin, j'avais beaucoup d'appréhension avec cette notion de compliance, non pas avec celle de vigilance qui m'est plus familière, mais le concept de compliance est assez difficile à saisir, et surtout lorsqu'on le confronte à des choses que l'on pensait maîtriser, que l'on croyait parfaitement maîtriser. Tu peux venir ici. Mais je la remercie parce que ça m'a permis justement de rafraîchir un peu mes réflexions et mes connaissances sur des choses que je pensais bien maîtriser, en tout cas notamment le droit de la responsabilité. Ce qui a été évoqué ce matin me permettra, vous le verrez, de ne pas trop, en tout cas, insister sur des notions qui ont été définies, mais j'y consacrerai tout de même un peu de temps. Et en raison de la largeur du sujet, j'ai également choisi de réduire la responsabilité à la responsabilité civile, même s'il y aura quelques incursions et même si les raisonnements peuvent être étendus à la responsabilité pénale parfois ou la responsabilité administrative plus souvent, je me concentrerai sur la responsabilité civile et vous verrez que c'est déjà un sujet relativement large. Également, pour les illustrations, on a évoqué ce matin ces fameux buts monumentaux, l'environnement, les droits humains. Eh bien, j'évoquerai essentiellement l'environnement, les droits humains, et on les a de toute manière plusieurs fois évoqués, mais avec des illustrations qui touchent surtout à l'écosystème climatique et aux questions environnementales, même si, vous le verrez, ce qui va être dit peut être étendu à d'autres problèmes systémiques, notamment en matière numérique ou en matière financière, mais tout ça a été évoqué ce matin. Le problème qui est le mien est de savoir si la responsabilité telle qu'on la connaît aujourd'hui est capable de s'adapter à ce déploiement, cette diffusion du devoir de vigilance comme pointe avancée de la compliance. Est-ce que la flexibilité qui caractérise le concept de responsabilité suffit pour accueillir justement toutes ces singularités qu'on a pu voir depuis ce matin qui se rapportent au devoir de vigilance et à cette logique de compliance? Alors, le sujet n'est pas nouveau et je crois que notamment Marianne a beaucoup écrit sur le sujet et je me suis demandé s'il y avait véritablement un intérêt à me poser de nouveau la question, et j'ai même trouvé dès 1998 cet article dans la revue trimestrielle des droits civils sur contrat et responsabilité, où on évoquait déjà la responsabilité préventive, la responsabilité pour l'avenir, même une fonction éducative éventuellement de la responsabilité. Mais au regard des nouveaux enjeux, des nouvelles données, de ces causes systémiques ou ces risques systémiques qui aujourd'hui justement sont mieux connus, peut-être pas mieux maîtrisés, mais en tout cas mieux appréhendés, eh bien, je pense qu'il y a de nouveaux éléments qui permettent justement de continuer le débat et la réflexion. Alors, très brièvement, à titre introductif, je vais revenir sur ce que j'entends par vigilance, compliance, et puis le lien avec la responsabilité. D'abord, on a vu ce matin qu'il y avait des devoirs spéciaux de vigilance ou des obligations spéciales de vigilance, des obligations verticales, transversales, toutes les catégories ont été évoquées. À la fois, on a pu, à partir de ces interventions, voir des points communs. Il y a des acteurs qui sont confrontés à des risques systémiques, il y a des problématiques qui sont déterritorialisées, il y a comme acteur principal, comme cible principale, les entreprises, mais on verra que l'État est également un acteur qui est directement concerné par le devoir de vigilance et la logique de compliance. Et puis également, ce sont des domaines dans lesquels il y a une forte incertitude scientifique. Je pense surtout au numérique, à la santé et à l'environnement. Et ces données rendent justement ce système complexe et expliquent pourquoi on accorde autant de place à cette logique de la compliance et pourquoi le devoir de vigilance est également un devoir très précieux en la matière. Mais ce sont des devoirs spéciaux, et parmi ceux qui sont les plus connus, sur lesquels on a le plus écrit, et je crois sur lesquels beaucoup d'entre nous cet après-midi vont intervenir, c'est le devoir de vigilance qui a été posé par la loi Vigilance du 27 mars 2017, où il y a, notamment avec la proposition de directive qui est en cours, pas mal de réflexions autour de ce devoir de vigilance, devoir spécial de vigilance, mais également savoir dans quelle mesure il peut coexister avec un devoir général de vigilance
qui serait, lui, peut-être beaucoup plus efficace au regard des conditions très strictes qui existent déjà dans la loi et qui existeront peut-être demain avec une directive qui est déjà en cours de discussion et qui est déjà source de polémique. Alors, ce que je veux évoquer, moi, c'est l'idée qu'il y a, au-delà de ces devoirs spéciaux de vigilance, un devoir général de vigilance qui apparaît en droit positif. Ce devoir de vigilance, il existe effectivement en droit international, dans les principes de l'OCDE, les principes de l'ONU. On évoque un devoir de diligence, peu importe les liens entre ces notions, mais l'esprit, c'est le duty of care et donc le devoir de vigilance. Mais ça reste tout de même des principes qui relèvent de ce qu'on appelle le droit souple et c'est souvent un moyen d'en relativiser la normativité et l'intérêt. Mais quand on regarde en droit français, lorsque vous regardez les décisions de la Cour de cassation, eh bien, émerge progressivement, depuis notamment 2006 avec l'affaire du Distilbène, eh bien, une obligation de vigilance, un devoir général de vigilance qui va au-delà des textes spéciaux, au-delà des devoirs spéciaux, des obligations spéciales qu'on a pu voir ce matin. L'affaire du Distilbène, c'est 2006, mais qui n'est pas une affaire isolée, puisque vous avez une décision postérieure qui a été rendue en 2018, et où on évoque encore une sorte de devoir général de vigilance. Là, il concernait les organismes de certification de prothèses, et encore plus récemment, si on regarde cette décision du 15 novembre 2023 dans l'affaire du Mediator, à côté de cette responsabilité spéciale du fait des produits défectueux, eh bien, la Cour de cassation n'a pas hésité à dire qu'il y avait aussi un devoir général de vigilance, ce qui est très important en termes de responsabilité, puisqu'on pouvait, si les conditions très strictes des produits défectueux ne pouvaient pas être mises en œuvre, toujours envisager une responsabilité pour faute de droit commun, fondée, en tout cas ici, sur un devoir général de vigilance. Et je passe également la décision du Conseil constitutionnel qui, en 2021, avait évoqué, au fondement des articles 1 et 2 de la Charte de l'environnement, eh bien, cette obligation de vigilance en matière environnementale. Et si j'ajoute à ces décisions les textes, l'article 1833 du Code civil qui évoque les considérations qui doivent être celles de la société pour les enjeux sociaux et environnementaux, on est dans un esprit qui permet de fonder progressivement la construction d'un devoir général de vigilance. Je peux y ajouter également le principe de précaution, qui figure à l'article 110.1 du Code de l'environnement et qui est défini par beaucoup d'auteurs comme l'attitude de vigilance en présence d'incertitude. Donc on est bien dans cet esprit d'un devoir général de vigilance qui peut s'appuyer sur un certain nombre de textes et qui peut même aujourd'hui s'appuyer sur des décisions étrangères. Quand on prend la décision du tribunal de La Haye en 2021, même si les juridictions supérieures se sont plutôt fondées sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la première décision évoque le duty of care et s'appuie sur un article du droit commun pour fonder ce devoir de vigilance. Si je prends la Cour fédérale australienne également en 2021, on évoque le duty of care pour un problème d'autorisation d'exploitation minière, mais on voit bien que progressivement, eh bien, prend forme un devoir général de vigilance qui justement, va bien au-delà des devoirs spéciaux qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, ce devoir général de vigilance exige, et on l'a déjà dit ce matin, une démarche proactive de prendre un certain nombre de mesures qui pèsent essentiellement sur les entreprises, mais également sur les États, dans un processus de prévention et de gestion des risques systémiques. Voilà tout un vocabulaire qui n'est pas étranger à la logique de compliance. La compliance elle-même, elle a été définie, donc j'y reviens pas, mais j'évoquerai juste deux aspects. La compliance se présente comme un remède et comme une logique. Un remède à quoi ? Un remède à un État qui est impuissant, alors volontairement ou involontairement, mais je pense que c'est plutôt involontairement aujourd'hui, face à des problématiques qui sont des problématiques globales, déterritorialisées, et qui a affaire à des pouvoirs privés qui sont aussi puissants, voire parfois plus puissants que certains États. On a des enjeux systémiques qui ont été évoqués plusieurs fois, donc un problème qui paraît individuel, eh bien, peut avoir, en fonction de la manière dont on apporte une solution, des conséquences systémiques importantes. Ça rend finalement la régulation beaucoup plus complexe. On a une confusion des intérêts, cela a été évoqué ce matin, intérêt particulier, intérêt général, entre les deux l'intérêt collectif. Et on a plutôt aujourd'hui une collaboration entre les acteurs publics et privés face à un intérêt général qui se présente comme étant plus consensuel. Comme le disaient les publicistes très tôt, l'intérêt général comme le résultat d'un arbitrage entre les intérêts publics et privés. Tout cela est relativement complexe. Les incertitudes scientifiques que j'ai évoquées tout à l'heure, elles ne sont pas négligeables selon les systèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis un pluralisme des normes techniques, éthiques, juridiques. Et quand on ajoute à cela
une couche supplémentaire avec le droit souple et le droit dur, eh bien, on voit bien qu'on doit repenser le droit autrement pour qu'il puisse s'adapter à ce système qui est de plus en plus, à ces systèmes qui sont de plus en plus complexes. Et c'est cette logique, finalement, et j'insiste pas, ça a été évoqué ce matin par Marianne Fraison-Roche, une logique téléologique, humaniste, qui doit être mise en œuvre et qui l'est grâce notamment, pas seulement, mais notamment à ce devoir de vigilance qui se présente comme une sorte d'extériorisation, d'expression formelle, une sorte de révélateur au sens photographique de ce qu'est la compliance dans certains domaines. Et donc, c'est effectivement très instructif. Quel lien avec la responsabilité ? Ce lien a été fait de toute manière par les textes. Quand on prend, par exemple, le devoir spécial de vigilance dans la loi du 27 mars 2017, eh bien, on évoque comme sanction, en cas de violation des obligations de vigilance, notamment l'élaboration du plan et toutes les obligations qui en découlent, eh bien, l'application de la responsabilité civile. On renvoie aux articles 1240 et suivants du Code civil, et le Conseil constitutionnel lui-même, en 2017, renvoie à ces articles de droit commun. Alors, tout le problème, et je ne vais pas l'évoquer parce que ce serait beaucoup trop long, c'est de savoir si ce droit spécial de la responsabilité, quand bien même serait-il fondé sur la faute de l'article 1240, ce sont des conditions très particulières, très strictes, qui sont posées dans le cadre de la loi de 2017. Mais est-ce qu'à côté de ce devoir spécial, eh bien, on peut faire coexister un droit commun, notamment de la responsabilité, ou est-ce que c'est un régime exclusif? Alors en la matière, on a vu que les premières décisions rendues par les juges du fond avaient laissé entendre qu'il y avait une sorte d'exclusivité de ce devoir spécial de vigilance, écartant le droit commun de la responsabilité. Je ne suis pas convaincu ni par la motivation, ni par l'opportunité d'un tel raisonnement, mais il est au cœur, en tout cas aujourd'hui, du débat sur la proposition de directive, où on voit bien que selon la version, celle de la Commission ou du Parlement, puisque c'est en cours de discussion, eh bien vous avez des dispositions qui semblent plutôt favorables à faire coexister le droit commun et le droit spécial, et d'autres qui, au contraire, laissent entendre qu'il n'y aurait pas de coexistence possible, mais il y aurait une exclusivité, et donc confier cela uniquement à une autorité de régulation et en écartant finalement la responsabilité du droit commun. Alors, justement, ce que je vais essayer de faire avec vous assez brièvement, c'est de voir si le droit de la responsabilité, et en particulier le droit de la responsabilité civile, est prêt à accueillir ce devoir général de vigilance, quelles sont les incidences du devoir général de vigilance sur la responsabilité. J'avais au départ envisagé d'aborder les choses en deux temps. D'abord, les incidences et comment repenser les contours de la responsabilité, le concept même de responsabilité, et dans un deuxième temps, de m'intéresser aux incidences sur les conditions de la responsabilité. Mais je n'ai pas le temps, et donc ce sera peut-être dans une version publiée, et je me contenterai uniquement du premier aspect qui est déjà particulièrement riche, vous allez le voir, c'est le concept de responsabilité. Et on va voir que, à l'analyse, le concept de responsabilité ou la notion de responsabilité, eh bien, est suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter justement au devoir général de vigilance et à la logique de compliance. Et dans un deuxième temps, au-delà de cette adaptabilité, on verra comment on peut adapter justement cette responsabilité pour mieux accueillir le devoir général de vigilance et la logique de compliance. Donc le premier aspect, c'est de mettre en lumière l'adaptabilité du concept de responsabilité. Je serai le plus bref possible, mais le concept de responsabilité est polysémique et suffisamment souple et flexible pour pouvoir accueillir justement eh bien, cette nouvelle logique que renferme la compliance et le devoir de vigilance. Si je prends la responsabilité telle qu'on la conçoit habituellement, une responsabilité ex post qui intervient en aval, et l'idée est essentiellement de répondre à des actes passés, et l'objectif c'est d'effacer ces actes passés, en tout cas d'essayer de réparer ou de compenser des actes passés au présent. Cette démarche-là, elle est, lorsqu'on a affaire à une logique de compliance, à des risques systémiques, insuffisante. Elle ne va pas être remplacée par la responsabilité que j'évoquerai juste après ex ante, mais elle doit être enrichie d'une responsabilité qui ne se situe pas uniquement dans le passé. Et on l'a vu, si on se contente justement de raisonner avec les outils d'une responsabilité ex post, on aura un lien de causalité distendu, une autonomie des personnes morales qui fera obstacle à toute responsabilité, des cas de responsabilité que l'on connaît comme la responsabilité du fait d'autrui ou du fait des choses qui ne seront pas adaptés, et finalement il faut essayer d'enrichir cette responsabilité eh bien, d'une responsabilité ex post, d'une responsabilité ex ante. Alors en la matière,
le concept de responsabilité renvoie, on va le voir, à des notions qui intègrent davantage cette logique d'une responsabilité ex ante. Notamment, on retrouve dans les réflexions juridiques ou philosophiques le lien avec la dette. Être responsable, c'est être tenu d'une dette, alors dette juridique ou dette éthique. Et lorsqu'elle est éthique, elle se rapproche de la notion de devoir de conscience. Elle est beaucoup plus large et on va le voir qu'elle est davantage en adéquation avec l'idée de responsabilisation. Cette dette juridique est souvent une dette qui se situe dans le passé, c'est une dette de réparation, alors que la dette éthique, qui se juridicise progressivement, c'est une dette d'action. On attend de certains acteurs, et cela a été dit ce matin, entreprises ou États, qu'ils agissent. Et on voit bien que dans cette démarche, on se situe plus vers l'avenir et beaucoup moins vers le passé. D'ailleurs, c'est en lien avec cette idée de dette éthique, de devoir de conscience, eh bien qu'on peut évoquer la responsabilité sociale des entreprises, qui est plus une responsabilisation des acteurs, qui au départ était une démarche volontaire et qui progressivement est devenue plus contraignante avec la multiplication des textes sur le plan européen ou même sur le plan national. Mais également la responsabilité, et c'est le troisième aspect de ce concept de responsabilité, quand on dit de quelqu'un qu'elle est responsable, c'est qu'elle est digne de confiance. Et lorsque vous regardez dans des hypothèses de risque systémique, la plupart des lois qui interviennent dans ces hypothèses de risque systémique insistent sur la confiance, le lien de confiance, la loi pour la confiance numérique. Et l'objectif, c'est, en lien avec cette confiance, d'instaurer une certaine transparence. Et cette transparence, eh bien, on la retrouve dans la logique de compliance et dans cette idée de devoir général de vigilance avec les rapports extra-financiers, les rapports de durabilité, le plan de vigilance, etc., etc. Et on voit bien le lien qui existe ici entre l'idée de confiance qui permet justement en tout cas de se rapprocher de la personne responsable. Je suis responsable parce que je suis digne de confiance. Alors, ce n'est pas l'aspect le plus intéressant, mais ça permet, dans ce premier panel, de voir que le concept même de responsabilité est suffisamment flexible pour pouvoir accueillir une responsabilité ex post, mais également une responsabilité ex ante, tournée vers l'avenir. Alors après cette adaptabilité, l'adaptation du concept de responsabilité, il faut essayer de repenser peut-être 3 aspects de la responsabilité, en particulier la responsabilité civile, pour adapter cette responsabilité à la complexité de la logique de compliance et notamment au devoir général de vigilance. Repenser la fonction de la responsabilité, c'est ce qui paraît le plus évident, la structure de la responsabilité, et je pense encore à la responsabilité civile, et vous allez voir que les raisonnements peuvent être étendus à d'autres formes de responsabilité, et le procès en responsabilité, puisque la plupart du temps, c'est par le biais du procès que l'on va mettre en œuvre l'ensemble de ces actions, ou réagir en tout cas aux mesures insuffisantes qui ont été prises par les acteurs concernés. D'abord la fonction. Ici, avec le devoir général de vigilance, qu'est-ce qu'on attend? On attend un processus proactif des entreprises, essentiellement, fait de mesures destinées à renforcer l'effectivité, l'efficacité, l'efficience, ça a été évoqué ce matin, dans un but qui est celui d'instaurer, de restaurer un équilibre systémique par la préservation ou la poursuite de buts monumentaux ou de valeurs fondamentales à un moment donné dans une société donnée. Donc, on a, au regard de ces attentes, nécessairement une responsabilité préventive, une responsabilité qui est tournée vers l'avenir en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et cela a été évoqué tout à l'heure, donc je n'insiste pas, mais nécessairement, dès lors que vous n'abordez plus la responsabilité uniquement dans sa fonction de réparation, mais que vous l'envisagez en tout cas également dans une fonction de remédiation qui consiste à aller plus loin qu'une simple réparation, mais à s'interroger sur la possibilité de modifier, de corriger, de réorienter, de mettre en conformité, eh bien vous avez ici une responsabilité qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus adaptée, en tout cas, à cette notion de vigilance et de compliance. Autre élément qu'il faut repenser, c'est la structure du droit à la responsabilité. Quand vous abordez la responsabilité, notamment la responsabilité civile, sous l'angle d'un devoir général de vigilance, eh bien, il y a toute une série de distinctions ou de dichotomies qu'il faut dépasser. Par exemple, on évoque souvent la distinction entre une responsabilité subjective et une responsabilité objective.
La responsabilité subjective étant plutôt une responsabilité fondée sur la faute, la responsabilité objective sur des cas de responsabilité sans faute. Mais également, quand on pense à subjectif et objectif, c'est pour dire qu'on va attribuer, on va imputer un acte à une personne, donc il y a un côté subjectif, et le côté objectif, c'est plutôt de dire qu'on va attribuer une charge en fonction justement des aptitudes de la personne à atteindre les objectifs. Donc, cette distinction subjectif-objectif, lorsque vous abordez la responsabilité au fondement d'un devoir général de vigilance, ces distinctions ne tiennent plus. Parce que même si la responsabilité sur le fondement du devoir général de vigilance ressemble à la faute, en réalité, derrière cette faute, eh bien, se cache l'idée de risque-profit. C'est-à-dire qu'on va faire peser des devoirs sur un acteur qui est censé profiter d'une activité ou qui est censé créer des risques, et ça nous rappelle le risque-profit ou le risque créé, qui, à l'origine, permettait de mettre en œuvre une responsabilité, de fonder une responsabilité objective, alors que là, ça fait partie du raisonnement, mais ce n'est pas l'aboutissement du raisonnement. C'est-à-dire qu'on va attribuer une charge, un devoir, qui permettra d'engager la faute, la responsabilité pour faute, mais ce devoir a été attribué en prenant en considération eh bien, le profit qu'une entreprise peut tirer d'une activité ou les risques qu'une entreprise peut créer. Donc, on est vraiment à mi-chemin entre les deux. De la même façon, quand vous aborderez la responsabilité, eh bien, notamment la causalité, classiquement, c'est imputer un acte à quelqu'un, et notamment d'établir le lien entre l'acte et les conséquences dommageables. Mais là, on raisonne davantage, lorsqu'il s'agit d'un devoir de vigilance ou de compliance, on raisonne davantage en termes d'impact, d'impactabilité. Il a été établi que telle activité, si elle ne respectait pas telle trajectoire, aurait tel impact sur le climat, par exemple, puisqu'il est l'exemple le plus fréquent. Et on voit bien ici qu'on passe à une notion d'impactabilité qui est à mi-chemin entre le subjectif et l'objectif. Donc la distinction subjectif-objectif est à relativiser. La distinction également entre l'individuel et le collectif, mais ça a été suffisamment dit ce matin, notamment par Marianne Frison-Roche, c'est-à-dire que quand des personnes agissent pour violation du devoir général de vigilance ou dans le cas d'une logique de compliance, eh bien, la personne qui agit probablement aussi dans son intérêt individuel, mais elle agit aussi dans un domaine où l'intérêt général est concerné. C'est justement toute la difficulté de ce contentieux qui est un contentieux de régulation, où l'intérêt général est toujours l'arrière-litige, si je reprends le terme qui a été évoqué ce matin de M. Goujon-Bétan. En tout cas, c'est comme ça que moi, je n'ai pas entendu son intervention, mais comme ça je l'interprète. Il y a effectivement dans tout litige qui est au devant de la scène, un arrière-litige qui dépasse les intérêts des parties qui sont au procès. Et ça, c'est très intéressant parce que ça relativise l'idée d'un contentieux qui serait individuel, d'un litige individuel ou d'un litige collectif. Et enfin, la distinction même entre responsabilité ex post et ex ante doit être relativisée. Parce que tout ça fait partie, en réalité, d'une même notion qui correspond, à mon avis, beaucoup mieux, mais cela avait été évoqué également dans un certain nombre d'articles de Marianne Frison-Roche, correspond davantage à ce qu'on attend d'un procès qui serait engagé contre une entreprise qui n'aurait pas respecté le devoir général de vigilance, c'est l'idée de remédiation. Parce que dans l'idée de remédiation, vous avez une boîte à outils qui est beaucoup plus riche. Vous allez, dans un premier temps, mettre en demeure, puis enjoindre, et puis demander des engagements, forcer à respecter certains engagements, ou demander des corrections, une mise en conformité, puis une réparation et une punition. Et on a ici, finalement, des outils qui sont beaucoup plus variés qu'une responsabilité qui serait pensée uniquement en termes de réparation. Et le terme de remédiation permet d'englober, justement, toutes ces mesures qui permettent de remettre peut-être l'entreprise sur le droit chemin, puisque c'est essentiellement ça, poursuivre au début des objectifs, respecter une trajectoire. Et enfin, repenser le procès en responsabilité sur plusieurs aspects. D'abord, et vous l'avez probablement pressenti, on est dans un contentieux ici qui est un contentieux hybride, qui est un contentieux à la fois subjectif et objectif. Subjectif lorsque la personne va demander réparation de son préjudice, objectif lorsqu'il s'agit plutôt de mettre en avant l'aspect régulation de l'action qui est engagée, pour demander à un acteur qui respecte un certain nombre d'engagements, des trajectoires qui ont été établies par ailleurs, on l'a évoqué plusieurs fois, et cela marche assez bien en matière climatique. Et on voit bien ici qu'on a un contentieux, et c'est pas pour rien que les autorités de régulation jouent un rôle en la matière, un contentieux objectif
qui n'est pas sans rappeler celui qu'on peut avoir en matière de concurrence, par exemple, ou même en matière financière. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'autorité de régulation en France qui viendrait peut-être finalement exclure le droit commun, demain, je n'en sais rien, eh bien, on a un droit de la responsabilité qui, nécessairement, un procès en responsabilité qui, en la matière, eh bien, a ce caractère hybride, à la fois subjectif et objectif. Autre point important dans ce procès en responsabilité, c'est l'importance que l'on accorde au dialogue. Et là, il y a déjà une première manifestation de ce dialogue, c'est un dialogue entre des juges étrangers, entre des juridictions étrangères, de manière très horizontale. Et je prendrai l'exemple du climat. On a bien vu comment ce dialogue, diachronique, mais ce dialogue existait entre la décision qui a été rendue Urgenda, et puis la décision Grande-Synthe, et puis par la suite la décision Shell, où il y avait une sorte de communication et d'inspiration réciproque de ces différentes décisions. Un dialogue diachronique entre ces différents juges. Et c'est très important parce que ça permet de comprendre que dans ces problématiques qui sont déterritorialisées, où le local doit être pensé de manière globale, eh bien, ça va avoir des conséquences sur les décisions. Il y a une forme de déspatialisation des décisions qui vont produire des effets au-delà de nos frontières, au-delà même des parties. Et cette fois, s'il y a une autorité de la décision, c'est plus par une autorité de la raison que par une raison d'autorité. Et on voit bien que les décisions sont parfois citées dans notamment les conclusions des différents avocats et ont inspiré les différentes juridictions. Ces décisions-là constituent des formes d'antécédents judiciaires, sans être pour autant des précédents judiciaires, mais des antécédents qui vont permettre de construire progressivement un argumentaire et qui montrent bien qu'il y a un dialogue qui se met en place entre les juridictions. Également, dialogue entre les parties prenantes et les débiteurs de ce devoir de vigilance. Alors, on a évoqué tout à l'heure la place de la médiation. Effectivement, la médiation, soit la médiation de projet, soit la médiation dans le cadre d'un litige, est le moyen justement bien de construire, puisque c'est l'objectif, de construire toute une série de mesures pour atteindre des objectifs, et cela passe par le dialogue. Et ce dialogue peut prendre la forme alors, de la médiation, mais de toute forme d'outils amiables. Et on a même une réforme très récente de juillet 2023 qui pourrait être très utile dans le contentieux systémique du devoir de vigilance, qui consiste dans un premier temps, c'est la fameuse procédure de césure, dans un premier temps à reconnaître la responsabilité de la société concernée, de l'entreprise, et puis de renvoyer à l'amiable eh bien, les modalités d'exécution. Et comme on voit que très souvent, c'est là que se construisent finalement les mesures les plus aptes à atteindre les objectifs, on aurait 2 temps dans le procès, et cette procédure de césure pourrait être très utile. On pourrait s'inspirer également des procédures volontaires ou consensuelles du droit de la concurrence, clémence, engagement, et finalement la convention judiciaire d'intérêt public, aux conditions relativement strictes et au champ d'application plus restreint, mais rentre dans cette logique justement de programme négocié, en tout cas consenti, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, mais consenti par la personne qui est poursuivie. Et je n'ai pas le temps d'approfondir, mais cet instrument-là, qu'est la CJIP, est un instrument très efficace. Et puis surtout, un exemple qui est celui du devoir de vigilance, de la loi du 27 mars 2017. Quelle place pour le dialogue? Quand on regarde les textes, le dialogue est évoqué pour la réalisation du plan de vigilance, avec les fameuses parties prenantes. En revanche, dans le cadre d'une procédure qui serait engagée contre une société qui n'aurait pas respecté ce devoir de vigilance, le dialogue, en principe, n'a plus sa place. Pourtant, quand on regarde les décisions des juges du fond rendues le 28 février 2023 et le 6 juillet 2023, eh bien, ces juges ont considéré qu'au contraire, le dialogue devait continuer. Alors, en tirant des conséquences excessives, puisque la mise en demeure, et je ne rentre pas dans le détail, fermerait finalement le débat, et dans le cadre de l'assignation, si on va au-delà de ce qui a été évoqué dans la mise en demeure, il y aurait une irrecevabilité. Ça, je le laisse de côté, c'est très critiquable, mais je le laisse de côté. En revanche, ce qu'ils disent sur l'importance du dialogue, notamment, je reprends les termes de la décision de 2023 qui parle de tradition d'un processus collaboratif, en parlant de la mise en demeure, ou encore la décision de 6 juillet 2023 qui parle de discussion entre les parties avant la saisine de la justice, je trouve que c'est une très bonne chose, sans qu'on ait besoin de parler de médiation ou d'une catégorie prédéterminée, mais ça donne justement l'idée qu'on est dans une responsabilité où il faut construire pour l'avenir. Et s'il faut construire pour l'avenir, le dialogue, même s'il y a tout de même une action en justice par la suite, ce dialogue est une étape importante, justement, pour révéler les intérêts, les enjeux, les moyens, éventuellement, d'être en conformité avec les objectifs poursuivis. Et puis, dernier point, adaptation de l'office du juge.
Si on prend la compliance aux États-Unis, même si je ne suis pas un grand spécialiste, l'idée, elle a souvent été soulignée, c'était un moyen de s'autoréguler et d'échapper aux juges. En revanche, en Europe, et la compliance qu'on voit se développer en Europe n'a rien à voir. Bien au contraire, c'est une compliance qui est là pour donner aux juges les moyens d'intervenir, et notamment grâce au devoir général de vigilance. Donc, c'est tout au contraire un moyen pour fonder l'action du juge, et également pour, et j'approfondirai pas puisque Jean-Christophe Roda l'évoquera, mais pour alléger le système probatoire. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais en la matière, c'est un sujet qui est tellement passionnant qu'il y aura, je crois, même un colloque spécial qui sera consacré à la preuve, parce que c'est, à mon avis, le cœur du système. C'est là que se situe le nerf de la guerre, c'est de savoir bien quel régime probatoire, est-ce qu'on utilise un critère d'aptitude, est-ce qu'on fait le choix politique de durcir les règles de preuve sur la charge des entreprises pour inciter les acteurs à agir. Tout ça nécessitera de revenir sur le traité de Bentham, qui a beaucoup écrit sur les questions d'aptitude et sur les questions d'incitation. Et à mon sens, en matière de devoir de vigilance, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Et puis, revoir également les règles de procédure. À mon avis, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite sont des conditions qui sont beaucoup trop strictes et il faut les repenser pour que cette procédure soit plus adaptée au devoir de vigilance. Reprendre le référé pénal environnemental dont les conditions sont beaucoup trop strictes. En tout cas, ne pas se contenter de mettre en place une autorité de régulation, mais de penser également à ce que pourrait faire un juge et des juridictions, en plus de ce que pourrait faire une autorité de régulation. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur le concept de responsabilité, mais j'aurais pu aller plus loin, et ce ne sera qu'une conclusion, en évoquant ensuite les incidences sur les conditions de la responsabilité. Puisque nécessairement, avec cette responsabilité qui est repensée, les conditions de faits générateurs de dommages et de liens de causalité doivent aussi être repensées. La causalité devient plus normative, elle ne peut plus être une causalité matérielle comme autrefois. Le dommage doit être clairement distingué du préjudice, et il faut tirer profit de cette notion de remédiation qui ne se réduit pas uniquement à la réparation de préjudices passés. Quant aux faits générateurs, eh bien, avec le standard de vigilance, une sorte de standard horizontal de vigilance raisonnable, on a des contours du fait illicite qui sont beaucoup plus souples, plus flexibles et qui rendront plus facile l'engagement de la responsabilité. Qui aurait pu dire justement que l'avenir de la responsabilité, eh bien, ce serait la faute? On a dit le contraire pendant près de 40 ans. Eh bien, voilà un exemple qui nous démontre que la faute n'a pas dit son dernier mot.